Deuxième table ronde, on a décidé de faire une table ronde. Donc, c'est-à-dire que ce sera sous la forme d'une discussion entre nous sur la base donc d'un sujet, parce que quand on a choisi ce thème des frontières du management public, bon, bah, il y avait la frontière institutionnelle telle qu'on pouvait l'envisager, mais il y avait aussi ce que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est-à-dire le côté hybridation, c'est-à-dire ce fameux lien que l'on arrive à discerner ou pas, qui est à géométrie variable pour les uns, qui est beaucoup plus fort pour les autres, et qui est en fait le lien entre la sphère publique et la sphère privée. Et quoi de mieux pour illustrer ce lien entre la sphère publique et la sphère privée que de parler de partenariat public-privé, les fameux PPP. Simplement, aujourd'hui, on se retrouve face à un certain nombre de contributions, notamment de journalistes, qui nous parlent de PPP, un petit peu à l'emporte-pièce, en mettant un petit peu tout dans le sac. Tout dans le même sac. Donc, bon, évidemment, dedans, on retrouve de la délégation de services publics, parfois même du marché public, alors que, bon, ok, ça n'a rien à voir. On retrouve donc du PPP au sens pied-faille du terme. On retrouve un petit peu de tout. Alors, l'objectif de ce matin, c'est peut-être de faire un point. Et pour nous en parler, nous avons des invités prestigieux qui savent de quoi ils parlent. Vous les avez en tout cas affichés ici. Vous les avez en vrai à côté de moi. Mais plutôt que d'en parler, je pense que ce serait bien qu'ils se présentent eux-mêmes. Alors, je vais demander peut-être à Martha de se présenter dans un premier temps. Bonjour, je suis l'unique étrangère, pas très étrangère parce que je suis de Girona, pas loin d'ici. Alors, je suis professeur à l'Université autonome de Barcelone et j'ai travaillé comme consultante dans un grand cabinet d'avocats espagnol, et ce cabinet a beaucoup travaillé sur... nous, on ne dit pas PPP, on dit collaboration publique-privée, CPP. Mais bon, même avec un nom différent, ça veut dire la même chose et on va en parler. Merci pour l'invitation. Bien, alors je suis le second catalan de cette table ronde, après Gérone, Perpignan. Je me présente donc Frédéric Marty. Alors je ne suis pas en poste à Perpignan, mais au CNRS, à Nice, Sophia Antipolis. Et de la même façon, j'ai été confronté depuis quelques années, comme Martha, aux contrats de PPP, et on pourra parler de ces contrats de partenariat et de leurs différentes traductions contractuelles, que ce soit les délégations de services publics, comme évoquait David, ou des formes de partenariat public-privé un peu plus institutionnalisées, dont nos nouvelles SEM à opération unique. Bonjour, je suis Antoine Tardivot, donc je travaille à la MAP comme directeur de projet. Bon, j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter la MAP tout à l'heure. Donc la MAP, c'est la mission d'appui et la réalisation des contrats de partenariat public-privé, là, qui dépend donc de la direction du Trésor et qui est en fait la cheville ouvrière qui est là pour analyser ces fameuses évaluations préalables obligatoires aujourd'hui pour les projets d'État, optionnelles pour les projets de collectivités locales. Voilà. Bonjour, je suis Julie de Brux. Alors, sans pour autant dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, je suis une passionnée des sujets d'investissement public et de partenariat public-privé. Non pas parce que je pense que c'est une potion magique qui réussit à tous les coups, mais parce qu'en fait, il y a des jeux d'acteurs complexes que je trouve assez passionnants. Et alors, les partenariats public-privé, j'ai eu l'occasion d'aborder avec plusieurs lentilles. D'abord dans le milieu académique, quand j'ai fait ma thèse à l'IAE de Paris 1 en économie, et où je reste chercheur associé dans la chaire d'économie des partenariats publics-privés. Ensuite, avec une vision plus industrielle, parce que j'ai travaillé pendant quasiment 8 ans chez Vinci Concessions, où j'étais responsable des études économiques et de la prospective. Et aujourd'hui, en tant que consultante pour les Nations Unies, et là, j'accompagne le gouvernement biélorusse
pour la mise en place de leur programme d'infrastructure avec des projets pilotes en PPP. Alors, du coup, j'en profite pour avancer. Dans ces diverses institutions, on va dire, et puis comme vous le rappeliez à l'instant, les définitions de partenariat public-privé sont vraiment à géométrie très variable. Alors, aujourd'hui, nous, on a décidé de les entendre au sens le plus large possible. Et donc on va entendre partenariat public-privé comme tous les accords contractuels qui lient une autorité publique, que ce soit l'État, une collectivité locale ou autre, à une entité plutôt privée, mais aussi parfois public-privé comme on va le voir, pour la réalisation d'infrastructures avec les services associés. Et donc ce sont des contrats globaux, pas uniquement de construction. Il y a de la conception, tout ou partie de la conception, de la construction, du préfinancement, de l'exploitation et de la maintenance. Donc ça peut être une autoroute pour laquelle vous payez un péage, ça pourrait être une prison, un hôpital, un service d'assainissement, de collecte des déchets par exemple. Peut-être une distinction quand même en droit français. Il y a deux grandes familles de partenariat public-privé que sont d'une part les délégations de services publics et d'autre part les contrats de partenariat et assimilés qui sont en train de changer, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. La principale différence touche à la façon dont est rémunéré le partenaire privé. Dans la délégation de services publics, donc le partenaire privé préfinance son infrastructure, investit, mais il se rembourse avec ce que paye l'utilisateur. Donc c'est le cas typiquement du péage pour l'autoroute à péage. Donc c'est l'utilisateur qui, petit à petit, rembourse les investissements effectués par le partenaire privé. Alors que dans l'autre famille, du côté des DSP, ça englobe les concessions, qui sont les contrats les plus longs, avec le plus d'investissement. Et l'autre famille de partenariat public-privé, ce sont les contrats de type disponibilité, donc appelés Availability Contracts au niveau Union européenne, ou PFI, les PFI sont plutôt des contrats de disponibilité en UK. En France, les contrats de partenariat qui vont vraisemblablement s'appeler marché de partenariat. Et alors eux, dans ces contrats-là, la personne privée ne se rémunère non pas grâce à ce que paye l'utilisateur, mais grâce à ce que lui lui rembourse peu à peu la personne publique au travers de redevances. Et qui dit personne publique dit en fait vous qui payez vos impôts. Donc ce serait le cas par exemple pour des infrastructures pour lesquelles il n'y a pas directement de possibilité de payer, pour que l'utilisateur paye directement le service qu'il reçoit. Le prisonnier ne paye pas directement le prix de sa prison au partenaire privé, si c'est le cas, si c'est lui qui construit sa prison. Mais il y a aussi des contrats de partenariat de type contrat de disponibilité dans le domaine des routes et dans plein d'autres secteurs. Une autre petite différence qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'était la différence entre le mode contractuel et le mode de gouvernance. Donc le mode contractuel, c'est plutôt la distinction que je viens d'apporter entre délégation de services publics et contrat de partenariat ou contrat basé sur la disponibilité. On paye en fonction de la disponibilité, donc ça c'est le mode contractuel. Et de notre côté, il y a le mode de gouvernance. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure un peu avec la définition, l'autorité publique, en général, elle confie un contrat à une entité privée ou un consortium privé, mais elle peut aussi le confier à une espèce d'entreprise mixte publique-privée. Alors c'est le cas des sociétés d'économie mixte, par exemple, où il y a la majorité des capitaux qui sont détenus par la personne publique, mais il y a également une nouvelle forme qui est apparue l'année dernière, les SEM à opération unique, ou les Empresas Mixtas en Espagne, ou peut-être il y a dans d'autres pays, les PF2 d'ailleurs, sont sur ce modèle-là. Le contrat est alloué à une entreprise mixte, public-privé, donc c'est un mode de gouvernance différent. Alors pour poser peut-être la problématique qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui dans cette table ronde, on avait envie de rappeler qui étaient les trois grandes parties prenantes, même si en fait il y en a plus, mais les principales, dans un partenariat public-privé, que ce soit sous forme de DSP ou sous forme de contrat de partenariat. Alors ce sont en l'occurrence l'utilisateur du service public, l'autorité publique et l'entité privée. Que veut le destinataire du service public ou de l'infrastructure ? Comme vous et moi. Moi, en tout cas, j'ai envie d'un service gratuit, j'ai pas envie de payer plus d'impôts, et j'ai envie d'un service de très grande qualité, bien connecté, etc.
Que souhaite l'autorité publique? L'autorité publique, elle souhaite plutôt s'attribuer les mérites de l'infrastructure qui est produite et qui délivre du service public. Donc elle veut garder la main. En même temps, elle veut que son ouvrage soit livré en temps et en heure, que surtout ça ne dépasse pas le budget qu'il s'était fixé. Elle ne veut pas consolider sa dette, et puis cette autorité-là, ou cette personne publique-là, plutôt elle a envie d'être réélue. Enfin, la troisième partie prenante, c'est plutôt l'entité privée ou public-privé, mais là en l'occurrence j'ai pris l'exemple de l'entité privée. Le groupe privé souhaite distribuer des dividendes à ses actionnaires en priorité, et aussi s'attribuer le mérite des projets qu'il a réalisés, pour entretenir son capital réputation, qui ensuite va lui donner de nouveaux projets et à nouveau des dividendes pour ses actionnaires. Alors, poser ce contexte, donc d'intérêts a priori pas très alignés, ou difficile à aligner, avec le premier P du PPP, donc le côté partenarial, qui n'est pas toujours au rendez-vous. On avait souhaité se demander si les évolutions de la commande publique actuelle en France, mais également en Espagne, et dans pas mal de régions du monde, mais en Europe en tout cas c'est très certain, puisqu'il y a eu des directives européennes qu'il s'agit de transposer aujourd'hui. Donc est-ce que ces évolutions de la commande publique permettent d'établir mieux un vrai partenariat entre les différentes parties prenantes? Voilà, alors c'est en Europe, mais également est-ce qu'il y a de bonnes conditions dans ce sens-là dans les pays en développement? Alors pour ça, on a choisi de parler d'un exemple précis que sont les SEM à opération unique en premier lieu, et ensuite de la réforme de la commande publique de façon plus générale. Donc Frédéric, je crois que tu vas nous parler des CEMOP. Alors je vais rapidement aborder le cas de la genèse d'une nouvelle forme, alors je ne dirais pas de contrat de partenariat, ce serait introduire une confusion, mais une nouvelle forme de montage de partenariat public-privé dans le cas français, qui sont les SEM à opération unique, et qui, en gros, apparaissent dans un contexte dans lequel les contrats de partenariat, on pourra le voir tout à l'heure avec M. Tardivot, font l'objet de vives critiques. Si je prends le cas français, on pourrait citer le rapport sénatorial Sueur-Portelli, qui a été publié à peu près en juillet 2014, si mes souvenirs sont bons, et sur le rapport public de la Cour des comptes en 2015. Les critiques tant du rapport sénatorial que de la Cour des comptes portaient sur deux points. C'était d'une part l'impact de ces contrats à long terme sur les finances publiques, c'est-à-dire la soutenabilité budgétaire des engagements liés au contrat de partenariat, et ensuite des interrogations sur le contrôle effectif que peut avoir une personne publique sur la société projet en charge de la réalisation de ce contrat de partenariat. Alors, justifié ou pas, là vraiment en l'occurrence ce sont des analyses au cas par cas qui peuvent simplement permettre de se faire une religion sur la question, mais justifié ou pas, ces critiques rejoignent des critiques qui ont été formulées à l'encontre des partenariats publics-privés ailleurs dans le monde. J'en prends pour exemple le cas du Royaume-Uni, qui a été le précurseur de la politique de PPP, mais PPP dans le sens paiement à la disponibilité, non pas dans le sens montage concessif, avec les premiers PFI qui sont apparus en 1987 et le lancement officiel de la politique en 1992, eh bien, en 2010, la Chambre des communes a fait un rapport sur la politique de PFI en Angleterre, les jugeant trop coûteuse, trop rigide et trop opaque. Cette triple critique du modèle de la PFI n'a pas conduit à un abandon des montages de partenariats, car, je pense qu'on le verra avec M. Tardivot, les partenariats publics-privés ont des avantages intrinsèques pour la personne publique. Il ne faut pas oublier que c'est le moyen de disposer d'un contrat global, incitatif, dans lequel on peut contractualiser la performance et la qualité du service, mais aussi un moyen d'offrir aux usagers des services que seul le privé peut fournir, pour des raisons d'expertise et autres. Donc il ne s'agissait pas d'abandonner
ces avantages microéconomiques d'une certaine façon du contrat de partenariat. Il ne s'agissait pas pour autant d'abandonner les avantages macroéconomiques du contrat de partenariat, car le financement privé des infrastructures publiques rencontre quand même une nécessité qui est celle du renouvellement et de l'amélioration des infrastructures publiques. C'est-à-dire le contrat de partenariat doit être toujours resitué dans une logique dans laquelle les personnes publiques font face à ce qu'on pourrait appeler après Luder une situation de stress budgétaire dans laquelle il y a un effet de ciseau entre un consentement toujours réduit des personnes publiques, des contribuables, veuillez m'excuser, à l'impôt, des velléités des personnes publiques sans cesse réduites à s'endetter directement, et à côté de ça, des demandes d'infrastructures et de services publics croissantes. Donc les Britanniques n'abandonnent pas le modèle de la PFI, mais le transforment, ou essaient de le transformer, c'est comme ça qu'on devrait le dire, un modèle dit modèle de la PF2, c'est-à-dire d'une certaine façon avec des structures de gouvernance publique-privée qui permettent un meilleur contrôle de la société projet par la personne publique. Donc ça, c'est l'idée de la transparence et du contrôle qui est derrière, mais aussi l'injection de capitaux publics ou de dettes publiques dans le financement de la société de projet. Le tout, à l'occurrence, c'est de faire un effet de substitution entre la dette privée apportée par le contractant. N'oubliez pas, la PFI, c'est une initiative de financement privé à l'origine. Là, à l'occurrence, on n'est plus sur du financement purement privé, on est sur du financement public-privé. Deux intérêts théoriques, encore une fois, l'effectivité des montages doit se discuter chaque fois dans des analyses casuistiques, mais l'intérêt théorique du montage est de réduire le coût du financement. En effet, le coût de la dette publique est, sur le principe, plus faible que celui de la dette privée, donc il y a ce premier impact. Et deuxième impact, à nouveau, renforcer le contrôle. Alors, l'initiative de la PF2, qui est lancée au Royaume-Uni depuis 2012, d'une certaine façon, rencontre un mouvement plus général en Europe, qui ne concerne pas simplement l'État central, mais également les collectivités territoriales, qui représentent, on l'a vu tout à l'heure, 60% de l'investissement public en France, et qui représentent quand même 75% des contrats de partenariat signés en France. Et ces modèles de PPPI, partenariat public-privé institutionnalisé, qui sont promus par l'Union européenne depuis 2008, eh bien, d'une certaine façon, se retrouvent dans d'autres États européens, comme dans le monde germanique. Certaines Stadtwerke sont structurées de cette façon-là, en Italie, mais aussi dans la péninsule ibérique, avec mon castillan est atroce, je l'assume, les empresas mixtas. Et dorénavant, c'est ces MOP à la française. Donc Martha, je pense, pourra présenter plus en détail l'expérience des empresas mixtas. Mais dans le cas français, la CEMOP est une première tentative de constitution de ces PPPI. Alors ces PPPI posaient plusieurs problèmes. J'en fais rapidement une présentation. Je ne suis pas juriste, donc je vais être très modeste sur la question. Eh bien, c'est que dans une SEM à opération unique, dans un PPPI, il n'y a qu'une seule phase de mise en concurrence. C'est-à-dire on met en concurrence la société avec laquelle on va former le joint venture, et après, on attribue automatiquement le contrat à cette société. Donc en gros, il n'y a pas deux phases de mise en concurrence, mais une phase de mise en concurrence unique. Fatalement, ça pose des problèmes par rapport à l'accès à la commande publique. Donc, il a fallu attendre des éclaircissements au point de vue de la pratique décisionnelle de la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre, je prends le cas français, de dépasser un premier avis du Conseil d'État qui avait été très négatif par rapport à ces PPPI. Autre difficulté qui pouvait être mise en avant, eh bien, c'était tout simplement le fonctionnement même, la structure même du capital de cette SEM. La personne publique peut être un actionnaire minoritaire, mais attention, avec une minorité de blocage et la détention de la présidence. Donc,
C'était deux difficultés qui ont été centrales dans la création des SEM à opération unique et qui a conduit donc à une une construction législative très très progressive. On est passé de la SEM contrat à la SEM à opération unique et, comme on le verra dans un instant, à une mise en œuvre qui est une mise en œuvre pour l'instant qui démarre sur des bases très raisonnables. Donc voilà ce qu'on peut dire a priori de ces SEM à opération unique avant de faire la balance d'une certaine façon, vu du côté économique de leurs avantages et de leurs défauts. Alors effectivement, les économistes au début se sont dit chic, les SEM à opération unique et les PPPI, on les appellera indifféremment de PPPI ou SEM à opération unique, présentent quand même de nombreux avantages et défait pas mal de nœuds que se font au cerveau les économistes. Et alors parmi ces avantages, je vais vous en donner 4. On s'est dit, super, les partenariats publics-privés institutionnalisés permettent de réduire le coût du capital et de la dette par rapport aux contrats de partenariat classiques où cela venait de financement privé avec des coûts de capitaux relativement élevés. Bon, et puis de plus en plus élevés avec les règles prudentielles depuis les BAL 3 notamment. Donc là, avec le public qui investit, moins de dettes et moins de capitaux privés, a priori cela devait venir diminuer le coût financier de ce genre de montage. Deuxième avantage théorique de PPPI, il doit permettre également de diminuer les asymétries d'information qui étaient plutôt en faveur de la personne privée, enfin du partenaire privé, dans les contrats de partenariat. Alors ces asymétries d'information, il peut y en avoir en amont, donc ex ante et ex post. Et là, c'est surtout les asymétries d'information en aval, ex post, qui nous intéressent, parce que pour contrôler le partenaire privé dans un contrat de partenariat classique, le public devait investir des coûts importants pour savoir s'il était efficace, si les objectifs étaient atteints ou pas. Là, du fait que le public fasse partie de la SPV, de la société dédiée, eh bien, ces coûts de monitoring et de contrôle allaient diminuer, et donc, et de la même façon, enfin, par ricochet, le public allait pouvoir apprendre aussi à nouveau beaucoup de son partenaire privé. Donc c'était un troisième avantage, c'était qu'il y a une espèce de transfert de compétences du privé vers le public. Et le quatrième avantage qu'est censé présenter pour les économistes les PPPI, c'est qu'ils permettent de diminuer la rigidité des contrats. Frédéric vous l'a dit à l'instant, le Royaume-Uni a critiqué les contrats de partenariat classiques en disant qu'ils étaient trop opaques, trop rigides et trop coûteux. Et donc trop rigides parce que ce sont des contrats de long terme, les contrats de partenariat classiques, 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois. Donc de toute façon, ils seront incomplets et il y a des incertitudes sur ce que sera l'avenir. Sauf que, en fait, pour se prémunir de cette incertitude, il y a une tendance à écrire des contrats les plus complets possibles. Donc des contrats au kilomètre, qui rendaient pourtant le contrat n'était quand même pas complet puisqu'il y a des choses qui surviennent pendant la vie des contrats. Et de ce fait-là, il y avait des renégociations qui avaient lieu pendant la vie des contrats, qui ne sont pas forcément opportunistes, mais qui peuvent l'être. Mais la renégociation se faisait de façon formelle, ce qui est donc aussi coûteux. Et dans le PPPI, l'adaptation peut se faire au fil de l'eau, et donc de façon un peu moins formelle, et de sorte qu'un contrat un peu plus relationnel peut être mis en place. Donc ça, ce sont les avantages que les économistes un peu théoriques, il faut bien le dire, voient au partenariat public-privé institutionnalisé. Pour autant... Alors, je vais rester dans le champ de l'économie théorique avant de passer la parole à nos collègues. D'une certaine façon, Julie vous a montré quels étaient les avantages potentiels du PPP institutionnel comparé au PPP contractuel. Donc du PPP-I plutôt par rapport au PPP-C. Cependant, mettre en œuvre un partenariat institutionnalisé pose quand même quelques problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un grand souci du Conseil d'État, au moins jusqu'à la décision ACO7 de la Cour de justice de l'Union européenne, avait été de pouvoir organiser une seule mise en concurrence pour la formation de la société d'économie mixte et pour l'attribution du contrat.
Alors, quelle est la solution qui est trouvée? Eh bien, d'une certaine façon, on met les firmes en concurrence sur la base d'un document de préfiguration. Document de préfiguration qui, d'une part, indique quelles seront les caractéristiques principales du pacte d'actionnaires pour la société projet public-privé, et qui va donner les principales caractéristiques du contrat. En d'autres termes, on ne fait pas un contrat complet au moment de la signature du contrat, on fait un contrat complet en amont, c'est-à-dire au moment de la première mise en concurrence. La difficulté du contrat complet donc n'est pas supprimée par le PPP institutionnalisé, elle est simplement remontée d'un cran. Mais attention, remontée d'un cran à un moment où on n'a pas de dialogue compétitif, comme on peut l'avoir dans un contrat de partenariat classique. C'est-à-dire, on n'a pas la phase de négociation, enfin au moins partielle, qui peut exister dans un contrat de partenariat. Donc, la personne publique pourrait faire face à une situation un peu paradoxale, dans laquelle, loin de la décharger en matière de nécessité d'anticipation par rapport à un contrat de partenariat classique, le PPPI l'obligerait à figer les caractéristiques du contrat bien plus en amont. Donc l'outil de flexibilité pourrait devenir au contraire un outil de rigidité. En plus, toute évolution lors de la négociation pourrait poser des problèmes d'insécurité juridique. Si les termes du contrat évoluent après la mise en concurrence initiale, le risque de recours de tiers ne pourrait être écarté. Autre difficulté théorique, pour l'instant, à mettre en évidence, c'est un problème d'attractivité pour le marché. C'est-à-dire, les contrats de partenariat, les PPP en général, portent sur des services publics dans lesquels il y a une situation de monopole de fait, il ne peut pas avoir de concurrence dans le marché. Donc la seule concurrence qui peut exister, c'est la concurrence pour l'attribution du contrat. Selon les économistes, elle pourrait suffire. Toujours est-il qu'elle peut suffire si et seulement si les entreprises considèrent que le contrat est attractif. S'il existe réellement une minorité de blocage de la part de la personne publique, l'investisseur privé pourrait éventuellement avoir quelques doutes. Donc ça peut être un premier problème. Troisième problème plutôt, j'étais déjà au deuxième, c'est est-ce que cette présence-là, qui est un repoussoir pour l'investisseur privé, un peu comme je le décrivais rapidement, c'est-à-dire le fait que la présence soit publique, que le public détienne une minorité de blocage, est-ce que cet épouvantail-là n'est pas autre chose qu'un tigre de papier, à contrario? Est-ce que d'une certaine façon, le seul fait de détenir des droits de propriété permet d'exercer un contrôle effectif? Ce n'est pas parce qu'on siège à un conseil d'administration qu'on contrôle effectivement ce que fait une entreprise. Par exemple, la transparence sur les comptes de l'entreprise ne dépend pas de la production des données brutes. Elle dépend souvent de la compréhension des conventions comptables qui ont été choisies. Et donc, d'une certaine façon, un contrôle ne se limite pas à des dispositifs institutionnels. C'est aussi une question de management. Et ça peut nous conduire, et ça sera la transition avec le cas espagnol, de savoir si ces PPP institutionnalisés ne pourraient pas apporter à eux-mêmes des facteurs de risque intrinsèques. J'en donnerai très rapidement deux. Le premier, c'est d'une certaine façon un potentiel affaiblissement du cadre incitatif. Quand on parle de partenariat, on a toujours l'impression d'avoir un tête-à-tête, partenaire public, partenaire privé. Souvent, c'est un ménage à trois. Et dans le placard, ou sous le lit, figure le banquier, le financeur externe. Dans un PPP, a priori, lorsqu'on a une DSP ou un montage à disponibilité, on ne doit pas être dans un montage à paiement différé. On ne rembourse pas un prêt, on rémunère un service. En d'autres termes, si le service n'est pas rendu ou si le service est rendu avec des caractéristiques dégradées en termes de performance ou de qualité, eh bien, les flux de paiement de la personne publique ou des usagers deviennent aléatoires. Donc, d'une certaine façon, la seule garantie de l'investisseur privé, c'est la bonne réalisation du service public. Les paiements en dépendent. Ça ne veut pas dire que le banquier épouse l'intérêt général, devient le servant du service public, mais ses intérêts sont alignés avec ceux du service public. Dans un PPPI, c'est peut-être un peu différent. Si la majorité des financements vient
de la personne publique, l'investisseur privé risque par définition moins. Va-t-il pour autant investir en due diligence, c'est-à-dire pour l'évaluation de la robustesse du montage ex ante, et va-t-il pour autant investir toujours autant dans le contrôle de cette société, dans le contrôle de la performance de son exploitation, sur les coûts de monitoring dont parlait à l'instant Julie? A priori, il aura beaucoup moins d'incitation. Mettons-nous maintenant du côté public. Il peut être difficile d'appliquer des pénalités contractuelles à une société dont on est soi-même l'actionnaire. Donc, on pourrait déjà questionner la vraie propension des personnes publiques à appliquer des pénalités contractuelles dans des PPP standards. Dans des PPP institutionnalisés, les risques seraient peut-être supérieurs. Enfin, dernier point toujours un peu théorique. La personne publique, comme je disais, est à la fois actionnaire et cliente de la société projet. Eh bien, on pourrait se poser, là, l'exemple espagnol sera peut-être intéressant, et sera sans doute intéressant à ce niveau-là, on pourrait se poser la question de savoir si la personne publique n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts, avec des phénomènes, j'allais dire, de dissonance cognitive par certains égards, ou, par d'autres égards, des problèmes de capture de la personne publique. C'est-à-dire, ne risque-t-on pas, dans certains cas, ou par exemple quand le paiement serait fait par l'usager final, de voir des arbitrages en faveur du contribuable pour éviter d'injecter des liquidités qui sont très rares, au détriment de l'usager, c'est-à-dire par des dégradations de la qualité du service ou l'augmentation des tarifs. En effet, il y a un point que je n'avais pas souligné tout à l'heure. Quand on parle de SEM à opération unique, ces SEM ne peuvent pas porter des contrats de partenariat. Elles ne portent que des marchés ou des délégations de services publics. Et donc, ce risque lié à la question de l'équilibre budgétaire de la concession, d'une certaine façon, peuvent être bien illustrés par l'expérience espagnole. Martha? Bon, je vais essayer il y a tellement de questions à penser et à réfléchir, non? D'abord, nous sommes arrivés au PPP contractuel seulement en 2007. Avant 2007, cette institution-là n'existait pas. Et je crois que pour chance, nous sommes entrés dans la crise économique plus sévère à partir de 2007. Alors, les CPP contractuels existent, mais ils ne sont pas très abondants. De telle manière qu'on va expliquer après dans la fin que notre projet de loi nouveau pour changer, pour s'adapter aux nouvelles directives et surtout les directives de concession, dit dans son préambule qu'il faut supprimer les PPP. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. PPP contractuel. Il dit que cette sorte de contrat peut être dans les autres contrats. Les contrats de concession des travaux publics, les contrats de concession de services publics, et qu'il ne nous faut pas, ou un contrat mixte, et qu'il ne nous faut pas une institution différente contractuelle. Alors là, on est là vraiment. Moi, je dirais qu'on a pensé, quand la technique juridique, le contrat est arrivé, que c'était une des grandes solutions, que vraiment c'était une manière d'avoir de l'argent privé et pouvoir faire beaucoup de choses, et même avec la crise économique. Mais le problème, comme Frédéric disait, c'est les banquiers. Nous avons fait des CPP que finalement les banquiers n'ont pas voulu financer parce qu'ils avaient peur que les privés n'allaient pas supporter cette financiation à partir du paiement ou de différents paiements des administrations publiques. Alors, c'est qu'on pensait que c'était un grand avantage, c'était vraiment difficile parce que les privés n'avaient pas de financement. La deuxième chose aussi avec les PPP chez nous, c'est que notre administration s'endettait à long terme pour 20 ans en principe, mais pourrait être jusqu'à 40 ans si les contrats de travaux publics, c'était les plus importants des contrats, aller tellement loin
que faisait que vraiment c'est un endettement qu'il fallait limiter. Sinon, les administrations locales faisaient des grands investissements, mais laissaient cette administration endettée à 30 ans, et les nouveaux maires, les nouveaux gestionnaires ne pourraient rien faire pendant 30 ans. Alors, ça a donné, je dirais, des avantages de penser à ça, mais aussi des réalités parce que les marchés, les financements étaient bloqués. Ça recommence, mais c'est difficile de recommencer comme on a pensé quand on a fait la loi en 2007. Je crois que même les nouveaux politiques que nous allons avoir après les élections que nous avons eues les week-ends passés pensent que c'est impossible de penser à des grandes infrastructures, à des grands investissements, parce que le financement est difficile. Mais au contraire, nous avons depuis longtemps l'institution de l'entreprise mixte. C'est une institution qui a été très utilisée, surtout dans les services publics locaux. C'est-à-dire, pourtant, c'est une institution qu'on connaît bien. Moi, je voudrais poser deux exemples. Je crois qu'ils nous donnent les avantages et quelquefois aussi les problèmes et ce que nous avons dans ce moment. C'est des exemples très actuels en Catalogne, surtout parce que je connais bien. Notre loi des contrats dit qu'une forme de gestion des services publics, c'est à part la concession, la gestion à travers l'entreprise mixte. Et on s'est demandé depuis toujours, parce qu'on ne savait pas, c'est la loi de 2007 qui nous a dit, comment il faut sélectionner les privés dans une entreprise mixte. Ou bien on la crée et on fait appel à quelqu'un, on ne savait pas. Alors la loi dit, depuis 2007, clairement, que pour chercher les partenaires privés, il faut faire un concours, il faut la concurrence, il faut un document préalable pour sélectionner la personne privée qui va gérer avec nous, avec l'entreprise, dans cette entreprise publique. Il n'y a pas cette liaison qui, obligatoirement, va être les gestionnaires. Mais normalement, on cherche dans les cahiers des charges ou les documents préalables, on cherche vraiment quelqu'un pour gérer. Alors, moi, comme je disais, je vais expliquer des exemples. Un, c'est avec une entreprise française qui s'appelle, a toujours le nom de Barcelone, mais c'est CIES, l'entreprise. C'est Aguas de Barcelona. Eau de Barcelone, c'est une entreprise qui était une entreprise privée, fondamentalement concessionnaire en Espagne, en Catalogne et en Amérique latine. Cette entreprise maintenant a pas mal de problèmes, mais je ne vais pas entrer à ça. Il y avait un problème très important. Je ne sais pas si quand on a vendu cette entreprise, fondamentalement une entreprise qui a beaucoup de concessions d'eau, même des autres, mais surtout d'eau, l'entreprise a été vendue il y a 5 ou 6 ans, et je ne sais pas si, je ne connais pas s'ils leur ont caché à l'entreprise française un problème qu'elles avaient. Quel problème avait cette concessionnaire d'eau de la ville de Barcelone? Qu'elle avait un titre de concession qui n'était pas un vrai titre. C'est-à-dire, Eau de Barcelone, qui est une entreprise très ancienne, avait construit les réseaux d'eau de Barcelone et avait anciennement un titre de propriété. Ce titre de propriété leur a permis de dire et faire des conventions avec les différents maires, même démocratiques de Barcelone, en disant qu'ils sont les propriétaires des réseaux d'eau. C'est impossible, la loi ne le permet pas, c'est domaine public, mais on continue à dire ça, on est des propriétaires, on a la gestion de l'eau parce qu'on est les propriétaires. Et ça ne sortait pas à concurrence. Ça n'est pas sorti jamais à concurrence. Alors, j'explique une anecdote, je ne voudrais pas prendre tout le temps la parole, mais il y a eu un problème, c'est qu'un arrêt
qui n'avait rien à voir avec ce sujet-là, a mis en question cette situation-là. L'arrêt, c'était une famille de Barcelone, une famille qui avait nombreuse, on dit, qui avait plus de 3 enfants, hein, et parce que l'avocat, c'était l'avocat de ces familles nombreuses, et qui a eu des sommes, il a reçu des factures d'eau de 3 000, 4 000 euros, etc. Et comme il ne payait pas, la mairie les a saisi son appartement avec cette dette. Finalement, on a vu que ce n'était pas une consommation, il y avait un problème de l'eau qui s'échappait et que c'était attribué à cette famille-là. Alors le juge, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne comprends pas pourquoi l'entreprise qui gère cette eau et qui demande à l'administration de saisir cette famille qui ne paye pas, c'est une entreprise qui n'a pas un titre pour gérer l'eau de Barcelone. Je crois que les avocats de l'eau de Barcelone connaissaient parfaitement, mais ils cachaient sous ces titres de propriété. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Et les maires, en suivant, avaient signé des conventions avec Eau de Barcelone pour continuer à cette gestion sous aucun titre légal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une entreprise mixte qui est dans les tribunaux maintenant parce que les autres entreprises ont dit... parce que qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire la mairie de Barcelone a créé cette entreprise et a sélectionné en principe avec concours son partenaire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas faire un concours. Il y a un seul, il a justifié, je crois que on va voir qu'est-ce que les tribunaux ont dit, on a seulement une entreprise qui peut le faire, parce qu'elle gère depuis des années, elle connaît, etc. Alors, quelle est notre entreprise partenaire? Eau de Barcelone. Alors, et depuis 1 an et demi ou 2 ans, elle est là, elle gère l'eau de Barcelone, mais je ne suis pas sûre que ça va pouvoir continuer. J'explique un deuxième cas et j'ai fini. Il y a maintenant un cas dans mon pays, je ne sais pas, on est dans des cas de corruption très importants. Et un des cas de corruption très importants, surtout en Catalogne, c'est une entreprise mixte. Hein? Bon, c'était une entreprise mixte d'une mairie qui s'appelle Reus, en Tarragone, qui a créé une entreprise pour gérer d'abord des services hospitaliers et sociaux, qui gérait bien, etc., mais qu'elle a créé un holding très important. Le holding était pour plus ou moins de 80 entreprises. Alors, bon, je ne vais pas expliquer quels sont les pieds où il y a la corruption, mais je voudrais dire les dangers de cette entreprise. La première, c'est sauter la loi des contrats publics. Essayer de créer des entreprises en cascade, que finalement, à la fin, tu ne sais plus si c'est une entreprise publique ou non. La deuxième, c'est sauter les limites de salaire public. On a vu avec cette entreprise que les salaires les gestionnaires, c'était des salaires, je dirais, presque millionnaires. Hein? Maintenant qu'on a la connaissance, on connaît. Parce que comme ils étaient, c'est vrai que dans une entreprise, ils n'avaient pas de salaires millionnaires. Mais si tu sommets toutes les entreprises, c'était... La troisième, c'est que finalement, il y a ces conflits d'intérêts. Ils attribuent des contrats à des personnes qui participent dans une autre entreprise. Il y a un croisement de... Et 2 choses encore. L'autre grande, je dirais, on croit finalement que ces entreprises sont comme des entreprises de contrat in-house. C'est-à-dire, quand une entreprise publique d'une mairie va à un contrat dans une autre mairie, finalement, on ne sait plus si c'est ça, si finalement c'est aussi son entreprise ou c'est vraiment une entreprise privée qui va dans un contrat. Alors, on mêle
les services publics avec ce que je dirais, je ne sais pas si en France on dit, ce qu'on appelle l'activité économique possible. C'est-à-dire, finalement, tu ne connais plus qu'est-ce qu'ils font. S'ils font la gestion d'un service public ou si finalement ils font une activité économique dans des autres mairies, dans des autres municipalités, dans des autres... C'est fini. Merci. Alors c'est intéressant cette histoire-là parce que effectivement ça peut faire les choux gras des journaux. Que peut-on envisager comme réaction? Est-ce que quelque part on a mis en place une sorte de réaction, peut-être une sorte de réforme? Eh bien pour répondre à cette question, on va entendre l'un des principaux protagonistes de la réforme globale de la commande publique. Ouais, je voudrais revenir un peu sur cette affaire CEMOP, avant d'aborder effectivement le cadre d'évolution. On a inventé le marché le contrat de partenariat parce que déjà on se rendait compte qu'en marché public, les personnes publiques étaient incapables de récupérer les pénalités. Première chose, bon, c'est un peu caricatural, mais bon. Et la deuxième chose, c'est que les personnes publiques, aujourd'hui, du fait du cadre de recrutement, de mise en place des compétences, c'est de plus en plus difficile. Donc, les compétences de la personne publique sont de plus en plus défaillantes. Elles ne sont pas du tout en mesure de suivre des projets comme on pouvait le faire à une certaine époque. Alors, évidemment, on a sorti des marchés de conseil, des trucs comme ça, simplement que ça ne répond pas à la question. Effectivement, on a des interfaces qui permettent de travailler, de compenser l'incompétence de la personne publique, mais il n'y a pas de transfert de risque. Donc, on a inventé le contrat de partenariat pour compenser ce type de choses. De la même façon, on a inventé la CEMOP parce que, à un moment donné, il y avait un tarissement des financements. Bon, l'exemple anglais, il est assez pertinent là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le début des années, avant 2000, dans les années 2000-2005, il y a eu énormément de projets en Angleterre. Donc, du coup, tarissement des financements. Qui dit tarissement des financements, assèchement et surcoût du financement. De la même façon, on a pu observer ça dans les premiers projets contrats de partenariat en France. Avant la crise, effectivement, on avait quand même des problèmes de financement. On avait des très très gros projets qui canalisaient pratiquement la totalité des financements. Du coup, augmentation des financements. Il y a la crise de 2008 a aussi exposé de façon importante les collectivités, donc mauvaise notation, donc hausse énorme des marges. Voilà. Et pour ça, à cette époque-là, on s'est posé la question des financements alternatifs. C'est-à-dire que les banques sont plus capables de fournir, elles ne veulent pas faire leur boulot, c'est-à-dire elles ne veulent pas prendre le risque, ou si elles prennent le risque à des taux absolument exorbitants. Donc, trouvons un système qui permet d'assurer, en fait, quelque part, une concurrence dans ce domaine. Donc là, il y a eu différentes choses. En particulier, il y a eu le financement obligataire. On a commencé à travailler sur ce type de choses. Et puis, effectivement, est sorti le financement public. Enfin, la participation du financement public sur ces opérations. Alors, avant que la CEMOP soit en place, on a mené, il y a quelques opérations assez confidentielles, mais à mon avis plutôt exemplaires, des opérations qu'on appelait partenariat public-privé innovant. Donc innovant, c'était un projet financé un peu à la mode avant l'heure de la CEMOP, donc par des établissements privés, publics, en l'occurrence c'est la Caisse des dépôts. Et là-dessus, on a donc c'est un type de projet qui n'était pas du contrat de partenariat au sens de l'ordonnance 2004, c'est-à-dire pas d'évaluation préalable, pas de toute la sécurité, il n'y en avait pas. On était plutôt
dans une perspective non-transfert de la maîtrise d'ouvrage, donc risque total pour la personne publique. Et là-dessus, on est encore en train de traîner ce type de boulet dans certaines universités, je ne dirais pas lesquelles, où, bon là, moi j'ai l'impression de retrouver le BEH d'Evry. Bon, voilà. Donc ça, c'était avant la sécurité proposée par la CEMOP, bon, l'outillage juridique permettant de faire la CEMOP. Bon. Aujourd'hui, personnellement, je ne suis absolument pas du tout convaincu que les travaux juridiques qui ont été faits sur la CEMOP permettent de sécuriser totalement le truc. Je m'attends effectivement à ce que ça explose un jour ou l'autre, on verra bien, peut-être pas. Hein, bon. Mais bon, en tout cas, effectivement, si on a des signés, c'est vrai, ma voisine me fait remarquer que pour l'instant, il n'y a rien de signé. Bon, enfin, voilà. Donc là, il faut voir. Bon. Ce qui est quand même dommage dans tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'on met en place un dispositif parce qu'on n'a pas su aller au bout du dispositif précédent. Bon, ça, on a chez nous tous les jours cet exemple, en particulier au niveau des lois. Vous connaissez comme moi l'empilement des lois qui permettent de corriger la loi précédente qui n'est pas appliquée. Bon, du coup, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que ça rajoute à la complexité. Et moi, c'est vrai que mettre en place un truc comme la CEMOP, dans un cadre de simplification des mesures administratives, ça me laisse un peu perplexe. Bon. Donc, malgré tout, c'est vrai qu'il fallait répondre quelque part. Alors, bon, la CEMOP, c'est quand même quelque chose, on est entre nous, c'est quand même quelque chose qui est quand même qui a été très impulsé par le lobbying de l'assainissement. Il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire que la CEMOP, en dehors de l'assainissement, je ne vois pas trop. Enfin bon, attendons pour voir. Bon, ceci dit, on a quand même travaillé dans le cadre d'évolution du contrat de partenariat. Bon, effectivement, il y a quand même quelques exemples, quelques anomalies, disons. Bon, c'est vrai que les rapports de SER, rapport à la Cour des comptes, qui, à titre personnel, je trouve assez affligeant, en dehors des remarques, des réactions des collectivités locales derrière, qui me semblent bien plus intéressants. Ça ressemble plutôt à, une discussion de comptoir dans la rue Cambon. Mais il y a des choses à régler, ça c'est clair, il y a des choses à régler. Et ce qu'on voulait faire, effectivement, dans l'évolution de l'ordonnance, c'est un peu intégrer ces choses-là. Mais en fait, quand on regarde bien l'évolution de l'ordonnance, enfin, qui se cale avec la directive marché, en fait, on se rend compte qu'on ne va pas très très loin. Hein. Ça reste assez marginal. Hein. Donc, si je reprends un petit peu les différents thèmes sur lesquels on a travaillé, premier thème sur l'aspect modulable, enlever la maintenance. Bon, effectivement, le contrat de partenariat, c'est quelque chose d'assez lourd, qui même, en général, ça ne dure pas 40 ans. On est plutôt sur des choses à des durées à 25 ans, sur lesquelles, normalement, moi j'ai mené pas mal de projets, par exemple, sur les zones blanches, le haut débit. Dans ce type de projet, fatalement, on inscrit un cadre d'évolution dans le contrat même, c'est-à-dire qu'on fait de la provision et on se donne des rendez-vous tous les 3 ans pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait de la provision, sur quoi on investit, on examine par une veille technologique, on examine toutes les solutions technologiques qui arrivent là, sur le marché. Et puis, hop, on essaye de mettre ça en place. Voilà. Donc, quelque part, le contrat de partenariat, ce n'est pas un truc complètement verrouillé. Bon, c'est vrai, il y a des choses sur lesquelles on aimerait un petit peu bouger. Par exemple, sur les prisons, on comprend mal pourquoi on s'engage sur 25 ans sur une offre de buanderie, blanchisserie, repas aux prisonniers, alors qu'a priori, c'est des choses qu'on pourrait effectivement remettre en cause régulièrement. Moi, là-dessus, c'est vrai que j'ai pas de questions. C'est vrai que ce sont
des missions qui pourraient très bien être détachables ou révisées. D'ailleurs, j'attire votre attention que dans les contrats de partenariat, enfin, tels qu'on l'avait mentionné à la MAP, hein, on a cette possibilité dans les contrats qui n'est pas forcément exploitée, hein, c'est un des problèmes justement, de remise sur le tapis d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on demande aux partenaires de démontrer que les coûts qu'il propose dans son contrat sont toujours en adéquation avec l'offre du marché à un moment donné. Donc effectivement, ça c'est en adéquation lorsqu'on est à T0, à T plus 10, on peut avoir des décalages, et là effectivement il y a des choses qui doivent être remises en cause. En revanche, quand on est sur des projets un petit peu techno, même sur des projets de performance énergétique, on a bien conscience que changer d'opérateur à un moment donné, fortement contraint par des engagements de performance, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a designé le projet à la base pour faire une performance, et là-dessus, c'est difficile de changer les acteurs en cours de route, surtout si les objectifs sont remplis. Alors, pour revenir sur les perspectives d'évolution telles qu'elles arrivent donc dans la directive marché public, puisque, alors bon, c'est vrai qu'on a peut-être un peu ajouté de confusion. Alors aujourd'hui, le contrat de partenariat, il s'inscrit non pas dans la directive concession, mais il s'inscrit plutôt dans la directive marché public. Hein. Donc on va appeler ça plutôt les marchés de partenariat. Bon. Donc on a quelques points sur lesquels on a pu travailler. Donc il y avait ce premier point d'avoir un côté un peu plus modulable. Bon, ça existait déjà. On a donc rien inventé. L'aspect modulable, c'est-à-dire en contrat de partenariat, à la limite, on pouvait très bien, depuis 2004, faire un contrat de partenariat avec une réduction à minima des aspects maintenance. Je veux dire, ça, c'est tout à fait possible. Simplement, c'est que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand vous faites vos évaluations économiques, le fait de supprimer un certain nombre d'actions de maintenance, c'est quelque part déjà ajouter du coût par ailleurs en marché public, compenser ça par des marchés publics, mais c'est aussi enlever de la performance au contrat de partenariat. Le contrat de partenariat, je le rappelle, c'est, si on pose les choses à l'extrême, c'est je suis capable d'investir plus parce que derrière ça, en exploitation, je vais récupérer ma mise et je vais même faire du bénéfice. Voilà, ça c'est ce que nous, on observe dans la majorité des cas. Et voilà, le côté marché public, c'est un petit peu différent. Je vous le rappelle comme ça pour information. Marché public, on est plutôt dans une perspective, j'investis au minimum et pour ce qui concerne de la maintenance, je fais la maintenance une année sur 2, une année sur 3, pour pouvoir récupérer mon surcoût de maintenance. Bon, puis à la fin, évidemment, je démolis mon bâtiment parce que il n'est plus exploitable, donc durée de vie beaucoup plus limitée que celle sur laquelle on a pu s'engager en contrat de partenariat. Mais ça, évidemment, on ne prend pas ça en compte, ni à la Cour des comptes, ni nulle part ailleurs. Sur le deuxième point, le deuxième point, on vient d'aborder la question, donc sur le cadre d'évolution du contrat de partenariat, c'est la possibilité de participation minoritaire de la personne publique. Bon, aujourd'hui, cette participation minoritaire, elle est complètement marginale. En tout cas, la direction du Trésor, elle est très prudente là-dessus. Pareil, ce truc-là, est-ce que ça sert réellement ? Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, les manettes, si on veut vraiment se donner la peine, et c'est vrai que l'analyse ex post des contrats amène quand même à se poser la question. Un contrat de partenariat, ce n'est pas un contrat sur lequel on a filé une patate chaude à un type qui passait dans le couloir au bon moment, c'est une participation de la personne publique, c'est-à-dire que c'est une transformation de l'organisation de la personne publique sur des activités qui sont maîtrise d'œuvre à de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire capacité d'évaluation. Donc si la personne publique fait réellement son job, elle a tous les 3 mois son rapport d'activité, elle sait faire activer les pénalités si c'est pas dans les rails. Voilà, tous les outils sont normalement en place contractuellement pour mettre ça, pour avoir la surveillance. Et à mon avis, être dans un tour de table d'un conseil d'administration,
ça serait si ça présentait effectivement de la performance en termes de... Bon, on a des exemples, je ne vous les citerai pas, d'entreprises publiques et compagnie, où la performance n'est pas forcément au rendez-vous. Le troisième point qui est important, c'est, donc dans ce cas d'évolution, c'est la capacité, enfin, rendre l'obligation d'évaluation préalable. Bon, ça, évidemment, c'est quelque chose d'hyper important. S'il y a des choses qu'il y a à retenir sur l'expérience contrat partenariat, c'est que l'évaluation préalable, ça sert à quelque chose, ça présente un coût, effectivement, mais derrière ça, on marge très facilement. C'est-à-dire que ça évite les errements qu'on peut avoir dans tout projet. Bon, je ne veux pas vous citer la philharmonie, bon, vous le savez autant que moi. Enfin, tout ce qui, effectivement, ne fait pas d'objet d'évaluation préalable. Et au passage, dans ces projets qui ne font pas l'objet d'évaluation préalable, on a toute la, comment dire, la guirlande de ce qu'on appelle les contrats de partenariat assimilés, BEA, BEH, AOT. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles aujourd'hui les acheteurs se ruent parce qu'évidemment, on a besoin de rien faire. C'est génial. On peut acheter facilement. On n'a pas besoin de se poser de questions. On n'a pas besoin. Voilà. Simplement, c'est que les questions, on se les pose après, comme le pédale d'Evry. Voilà. Est-ce que ça veut dire que, du coup, l'évaluation préalable est étendue à tous les projets, et même ceux pour lesquels on n'avait pas envisagé un contrat de partenariat ? Voilà. L'idée derrière ça, c'est d'avoir, au moins au-delà d'un certain seuil, une évaluation préalable sur n'importe quel projet. En tout cas, pour les projets d'appel, enfin de marché public, l'idée, c'est d'obliger à avoir une évaluation préalable sur les projets au-delà. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros, de rendre ça obligatoire. Bon, les seuils sont des choses qui vont être réglées au fur et à mesure. Donc ça, c'est un premier aspect. Ça va en cohérence avec ce que fait le CGI, hein, donc le Comité général d'investissement, donc qui lui veille effectivement à la pertinence des investissements. Il a un exercice à peu près identique, simplement sur les aspects socio-économiques. Et donc l'idée derrière, là, celle que je mentionnais, ça concernait donc les contrats de partenariat, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction. C'est optionnel pour les collectivités locales. On voudrait rendre cet exercice obligatoire pour les collectivités locales, avec derrière ça, bon, du fait de la Constitution, un caractère non contraignant. C'est-à-dire qu'en gros, on émet un avis négatif, elles font ce qu'elles veulent. Bon, simplement après, il faudra peut-être rendre des comptes à un certain nombre d'institutions si ça ne marche pas. Voilà. Bon. Donc le deuxième, c'était l'autre point, effectivement, donc évaluation préalable pour l'ensemble des projets au-delà d'un certain seuil et évaluation préalable obligatoire, saisine obligatoire de la MAP pour les collectivités locales, incluant donc de la même façon les projets d'État qui sont aujourd'hui dans la boîte. Ensuite, oui, alors le dernier point important, c'est les aspects, comment dire, les aspects critères. Bon, comme vous avez pu le remarquer, les critères, alors le critère d'urgence, on l'utilise pratiquement plus. Aujourd'hui, le contrat de partenariat a clairement un sens dans la complexité parce que on a le dialogue compétitif, ça c'est quelque chose de fondamental dans le contrat de partenariat. Un contrat de partenariat sans dialogue compétitif, ce n'est pas vraiment un contrat de partenariat. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on peut sortir dans un contrat sans dialogue compétitif. Et donc, l'idée, c'est quand même, on a vu que sur certains exemples, bon, ils sont très minoritaires, mais la presse en parle énormément, la Cour des comptes en parle aussi énormément, donc il y a une sorte de déformation de l'information là-dessus. Mais de façon minoritaire, effectivement, on a quelques exemples. Biarritz, où on a même eu le TGI à Paris, où effectivement il y avait des questionnements sur la complexité des projets. Complexité, enfin bon, c'est quelque chose de relatif. Les juges en pensent autrement, mais enfin, comme je le disais tout à l'heure, une maîtrise d'ouvrage public qui est aujourd'hui de plus en plus défaillante parce qu'elle n'a pas d'un cadre d'évolution, d'embauche, de recrutement de compétences suffisamment libre,
Donc, quelque part, c'est un facteur de complexité. Hein. L'éclairage public, ça peut être un facteur de complexité parce qu'il y a des enjeux. Bon, c'est du réseau déjà, donc au niveau européen, le réseau, c'est complexe. Il y a des enjeux de performance énergétique. Ce sont des choses qui peuvent sembler triviales, mais qui ne le sont pas forcément pour les petites collectivités qui n'ont pas forcément les moyens derrière ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais donner comme point d'éclairage. Donc, en fait, bon, le cadre d'évolution tel qu'il apparaît dans la nouvelle ordonnance, il ne faut pas trop fantasmer. Ça reste assez marginal. En fait, on n'a pas réinventé là-dessus. Alors, effectivement, on a essayé de mettre des seuils, des trucs. Bon, là, je pourrais reparler des seuils. Macron a décidé autrement. C'était une bonne idée, effectivement. Les seuils, ça ne sert à rien. Je suis quantité d'exemples. On peut avoir des projets... de systèmes d'information, ce sont par définition des projets qui ont des coûts d'investissement extrêmement bas. En revanche, derrière ça, potentiellement en termes de maintenance, en termes de valeur, de revenus à valeur ajoutée, c'est extrêmement important. Donc ça ne veut rien dire, un seuil. Voilà. Merci. En fait, j'aurais voulu, c'est un commentaire puis une question. Le commentaire, c'est concernant la situation que le professeur Franck nous a exposée sur la situation des Aguas de Barcelona. Il est vrai que, de par le récit, on avait l'impression de croire effectivement que Aguas de Barcelona avait, donc d'une manière quelque peu préméditée, caché, mais il est vrai que nous avons en Espagne une législation en matière d'eau très complexe depuis 1876 qui avait octroyé à perpétuité la concession qui est d'irrigation. Ce n'était pas la concession pour fournir de l'eau dans des agglomérations urbaines, qui était, elle, donc taxée dans le temps. Mais oui, à niveau à perpétuité, c'est vrai qu'il y avait des droits historiques qui ont quand même accompagné tout le long du XXe siècle des détenteurs de droits sur l'exploitation de l'eau qui se considéraient propriétaires de la concession de l'exploitation de l'eau. Mais effectivement, aujourd'hui, ces concessions sont tout à fait obsolètes, dépassées. Il faut effectivement revenir à une autre exploitation. D'ailleurs, on a parlé de la privatisation de l'eau, de la privatisation, et c'est sur le terme de privatisation que je voudrais poser une question à toute la table ronde. Que pensez-vous de ces différents arguments, surtout d'un point de vue politique, qui sont faits, comme quoi un contrat de partenariat aboutirait à une privatisation du service public en général? En Espagne, nous avons eu un processus à la communauté autonome de Madrid avec la construction de 7 hôpitaux qui ont été entre des mains d'un contrat d'ouvrage avec gestion de service public. L'opposition avait fortement pris la parole en disant qu'il y avait une privatisation du service public de santé, question qui a finalement été réussie à être arrêtée devant le tribunal supérieur de justice à niveau régional, mais que par la suite le tribunal suprême a bien reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une privatisation, qu'effectivement la procédure avait été arrêtée pour une question du gage de la garantie qui devait être apportée dans la procédure, donc il y avait une rupture de légalité du contrat, mais qu'il n'y avait pas pour autant de privatisation. Mais je voudrais quand même avoir votre avis. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous apporter juste une tentative de réponse, mais mon commentaire à moi sur cette histoire de privatisation. Et c'est pas du tout un commentaire juridique, hein. Donc excusez-moi pour le manque peut-être de précision. Je ne comprends pas pourquoi on utilise ce mot de privatisation. En fait, tant qu'il y a du contrôle de la personne privée, tant que, in fine, la personne privée récupère l'infrastructure, il y a de la délégation certes, mais il n'y a pas de privatisation du service. Donc on parle à très mauvais escient de privatisation des autoroutes, de privatisation des aéroports, etc. Donc je pense que c'est une faute politique grave, mais dans les groupes industriels, ils font aussi cette erreur. Ils disent que, chez Vinci en l'occurrence, ils parlent de la privatisation des autoroutes. En fait non, en France en tout cas, le capital des sociétés d'autoroutes, qui étaient des sociétés d'économie mixte, a été privatisé. Donc le capital des sociétés est devenu privé. Pour autant, ce sont des concessions. Donc l'État a un regard dessus, même si on sait qu'en ce moment c'est compliqué, et à la fin, les contrats, les autoroutes reviennent à l'autorité publique. Donc pour moi, ce ne sont vraiment pas des privatisations. Alors je vais peut-être reprendre dans la foulée de la position de Julie, au point de vue historique, et je vais dire ensuite au point de vue comptable. Au point de vue historique, les PFI apparaissent à la fin des années 80 au Royaume-Uni, c'est-à-dire 7 ans après le début du gouvernement conservateur de Thatcher. Et si l'idéologie reste la même, hein, introduire du privé, pas un penny d'argent public dans les infrastructures, il n'en demeure pas moins qu'on ne recourt pas aux privatisations. Le propre de la PFI, c'est que le contrôle reste
public. C'est-à-dire la PFI en Angleterre est une alternative à la privatisation. Et le fait que les travaillistes, enfin les travaillistes New Labour, aient repris la PFI à partir de 1997, témoigne de cette logique-là. D'une certaine façon, on peut privatiser un service avec une régulation externe, par une autorité indépendante. À ce compte-là, on peut réguler les tarifs, mais il est très difficile de réguler la qualité de service, les investissements, et ainsi de suite. Les discussions autour des autoroutes nous le montrent. Donc l'idée de la PFI, et donc du PPP par extension, c'est une régulation par le contrat. Et il y a toujours cette idée, soit à la fin du contrat, on réinternalise le service, c'est la réversibilité, bon, qui est souvent un vœu pieux, hein. Soit après le contrat, on remet le contrat en concurrence. On est susceptible de pouvoir transférer le contrat à un autre opérateur. Et à cet objectif économique, de management public, de maintien du contrôle, on passe de cet état producteur à un état régulateur, il y a aussi une traduction comptable. Quand on prend les normes de l'IPSAS Board sur les contrats de concession, la norme IFRIC 12, applicable aux Service Concession Agreements, donc du côté du grantor pour le coup, l'idée est que la personne publique consolide les contrats de PPP dès lors qu'elle exerce un contrôle. Et comment est présumé ce contrôle? Le fait de définir les caractéristiques de l'infrastructure, définir les usagers de cette infrastructure, les tarifs, les objectifs de performance et de qualité, et ensuite que l'actif en question soit appelé à revenir dans le giron public à la fin. Et donc on retrouve cette idée de PPP comme alternative à la privatisation plutôt que comme succédané ou cache-sexe de la privatisation. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, quand on prend les statistiques de la Banque mondiale sur les PPP, on s'aperçoit que les PPP vont jusqu'aux privatisations partielles. Donc, d'une certaine façon, dans certains États, le PPP peut être synonyme de la privatisation. Je me souviens notamment d'un colloque à Alger, où derrière la notion de PPP, il y avait l'idée d'ouverture du capital d'entreprise publique à des investisseurs privés, avec potentiellement une fin de transfert au privé de l'entreprise publique ex post. Donc le problème du PPP, c'est que c'est un concept protéiforme, et d'une certaine façon, à l'intérieur de cette enveloppe-là, on peut trouver des réalités très différentes d'un État à l'autre, et même, d'un décideur politique à l'autre. Moi, je voudrais ajouter peut-être une chose, que notre projet de loi qui est en information publique dit dans les préambules qu'il supprime les collaborations publiques-privées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité dans cette formule, dans cette technique, et que finalement on peut aller dans des autres contrats, surtout dans les concessions, finalement avec la nouvelle directive. Alors je ne sais pas si les projets vont passer exactement ou pas, mais on a ces projets-là. Merci.